Archibald. Les rives du fleuve. Archibald de Villa, professeur d'histoire des religions à l'université de Bologne, découpa soigneusement l'entrefilet du Corriere della Sera qu'il avait encadré de rouge, alluma une cigarette, quitta son bureau pour s'étaler dans un fauteuil et relut attentivement le texte. La police recherche un homme de grande taille qui aurait pu être témoin de la noyade de plusieurs infortunés lors de la crue du Pô l'été dernier. Une rumeur persistante parmi les riverains fait état d'un bûcheron itinérant à l'identité incertaine dont la présence coïnciderait avec les dates de ces accidents. Archibald réfléchissait à voix haute. Trop vague, tout cela, trop imprécis, trop de conditionnel. La police intervient probablement par acquis de conscience, sans y croire, par crainte d'être accusée de négligence. Je doute fort que les carabiniers retrouvent jamais ce personnage fantomatique, dont le rôle dans ces affaires n'est même pas précisé. En revanche, il pourrait bien s'agir de la résurgence d'une très ancienne légende qui relie le thème du bûcheron à celui de l'élément aquatique, quelque chose qui aurait peut-être des rapports avec Merlin et le fond celtique. Il se tut un moment, songeur. Les images des romans médiévaux surgissaient en bribes qui coloraient sa réflexion rêveuse. Finalement, il conclut avec une énergie voulue. Le mieux serait d'aller enquêter sur place. Cette histoire ferait un bon sujet d'article. Plus folklorique que religieux sans doute, mais très publiable. Non, je ne peux pas continuer en usant de la troisième personne. Cette tentative pour prendre de la distance avec moi-même, me débarrasser d'un inexplicable sentiment de perplexité, ne fonctionne pas. Je ne possède pas les facultés de détachement de César. C'est pourtant bien ainsi que mon périple a démarré. J'étais d'abord poussé par l'intérêt intellectuel du chercheur en quête d'un exemple de l'inertie des mentalités, qui fait renaître à la fin du XXe siècle des fantasmes médiévaux au sein d'une population rurale dispersée le long d'un fleuve. Je ne risquais rien. Une balade sur les rives du Pô ne peut qu'être agréable. Mais j'étais quand même quelque peu gêné de partir ainsi sur le coup d'une intuition subite et solitaire, impulsion émotive plus que raisonnée, déplacée chez un universitaire. Il serait bon, ai-je tout de suite pensé, d'en parler à Carlotta, qui connaît le fleuve. Elle est dotée d'un sens aigu, presque médiumnique des choses. J'aime beaucoup Carlotta. Elle avait épousé très jeune, un honorable collègue, mais s'est vite aperçu qu'elle n'était pas faite pour le milieu universitaire. Cette brune ravissante, cultivée de surcroît, n'a eu aucun mal à se reconvertir dans la profession aussi noble que lucrative de call girl. De grand luxe, bien sûr. Elle jouit désormais de revenus très confortables et partage son temps et ses riches amants entre Rome, Florence et Bologne. Le succès ne lui a pas tourné la tête et elle n'a pas oublié son vieux copain Archibald, à qui elle permet, belle générosité, d'user gratuitement de ses charmes. J'avais de la chance, elle était à Bologne et m'a invité à prendre un café chez elle. Je dois avouer que, en la voyant dans son kimono de soie bleue, mes préoccupations universitaires sont passées au second plan. Hélas, je suis homme avant que d'être professeur ou chercheur. Et que j'ai pris le temps, à loisir, de profiter de l'amitié de ses cuisses, comme il est dit dans les anciens récits du Caucase. Après quoi, je l'ai entretenu de mon affaire dans son salon où d'excellentes toiles contemporaines jettent de violents éclats de couleur. Elle m'a écouté attentivement et pris fort au sérieux. « Je suis sûr que tu as raison, » a-t-elle conclu quand j'eus terminé. « Il faut que tu investigues plus avant. » Tout cela est très brumeux. Je vais voir ce qu'en pense la police. Les amants de Carlotta ont le bras long et elle obtient d'autant plus aisément les renseignements qu'elle désire que sa discrétion est exemplaire. Dès le lendemain, elle a confirmé par téléphone mes premières impressions concernant le scepticisme de la police, ce qui ne me surprit pas et acheva de me décider.
Je me sentais quand même mal à l'aise. Il m'avait été facile de prévoir la réaction de Carlotta, étant donné son goût pour les affaires mystérieuses, de sorte que j'avais cherché auprès d'elle un soutien acquis d'avance, au lieu de la discussion rationnellement étayée sur laquelle doit s'appuyer tout chercheur sérieux. Tant pis. Je me suis muni d'une carte à grande échelle de la basse vallée du Pô. La crue de l'année dernière avait été particulièrement forte. On avait déploré plusieurs accidents, dont celui d'un collègue latiniste de Pise. Je me souvenais vaguement du lieu de sa noyade et, solidarité universitaire oblige, SIC, j'ai commencé mon enquête dans ces parages. C'était un regard nouveau que celui du professeur sur l'entremêlement végétal des rives du fleuve. Un sentier de terre défoncée, bordé par un impénétrable enchevêtrement d'arbustes et de plantes aux larges feuilles, conduisait à un embarcadère en bois. De l'ensemble se dégageait une humidité moite, étouffante. Le professeur y retrouvait la crainte médiévale de l'exubérante prolifération de la nature livrée à elle-même, et il se reprocha de trop s'isoler dans les bibliothèques. L'abstraction de la pensée philosophico-théologique tendait à éliminer le substrat organique qui avait contribué à son élaboration. De ce fouillis étranger à l'homme, hostile même, sourdait la présence de créatures fantastiques. Les lianes qui s'enroulaient autour des troncs et encerclaient les buissons semblaient animées d'une vie serpentiforme prête à piéger l'imprudent qui s'y serait aventuré. Par-delà une légère dépression, c'était l'embarcadère en madriers et planches grossièrement équarries, et le fleuve qui s'étalait, large, calme et puissant, bordé sur l'autre rive par une jungle touffue. La crue s'annonçait. Quelques touffes dérivaient avec le courant. Je conçois qu'on ait divinisé cette masse silencieuse, songea le professeur. Mais, assis, jambes pendantes, il y avait un gamin en train de pêcher à la ligne. Un gamin qui portait des jeans délavés, un t-shirt aux couleurs de la Juventus de Turin et, sur le crâne, un serre-tête à oreillettes pour écouter son Walkman. Il aurait pu aussi bien être californien, français, de n'importe où. Sa présence détruisait la magie que suscitait l'énormité du fleuve et la vitalité chtonienne de la végétation. Chercher la résurgence d'un monde ensorcelé était entreprise vaine. Coca-Cola et le football occupaient dorénavant le devant de la scène. J'ai quand même engagé la conversation avec le gosse. Il n'était pas très content de sa pêche. « Mauvaise saison, m'expliqua-t-il. Quand le pot commence à gonfler, les poissons se cachent et ça mord mal. » Il avait l'esprit vif pour un garçon de son âge et nous avons bavardé. Finalement, sous le sceau du secret, il m'a fait une confidence. Il partait à la pêche quand il a vu un colosse qui barrait le chemin et, plus loin, un homme qui se débattait sur la plateforme que les eaux commençaient à recouvrir. Tapi dans les broussailles, il avait tout observé sans y rien comprendre. Le catcheur, comme il l'appelait, ne bougeait pas tandis que l'autre avait l'air de danser les pieds dans l'eau. Quand je lui ai demandé s'il y avait eu violence, tentative de lutte, il m'affirma que rien ne s'était passé. Le catcheur n'était ni menaçant ni secourable. Quant à lui, il était trop petit pour intervenir. Et voilà. Ma belle hypothèse achevait de s'effondrer. Le colosse n'était pas un produit de l'imaginaire mythique charrié par une crue exceptionnelle, mais un simple d'esprit qui regardait sans savoir quoi faire un suicidaire se laisser emporter par le courant, et dont l'allure quelque peu hébétée avait sans doute attiré l'attention des riverains. « L'autre n'appelait même pas au secours !» me précisa le gamin qui n'avait rien raconté parce qu'on l'aurait traité de menteur et gratifié d'une paire de taloches. Désappointé,
Oui, je l'étais. Sans excès, néanmoins. Combien de fois arrive-t-il à un chercheur, dans tous les domaines, de partir sur une intuition subite et se retrouver au fond d'une impasse ? Il faut en passer par là pour tomber parfois sur une piste fructueuse. J'en pris donc mon parti et profitai de l'occasion pour me promener un peu sur les bosselures de ce qui fut chemin de halage. Je n'avais quand même pas perdu mon temps puisque je découvrais ces lieux ignorés des circuits touristiques, cette région si proche et si éloignée de Bologne, pleine d'une vie tumultueuse et cachée. À ma droite, la barrière de végétation luxuriante, encore indomptée, parcourue de frôlements invisibles, compacités multiples où le regard se perdait tôt dans l'opacité des broussailles et du sous-bois, foisonnement qui évoquait celui des redoutables forêts tropicales ou équatoriales que je ne connaissais que par Conrad, où la menace des tigres et des génies se dissimule derrière chaque fourré. Sur ma gauche, le fleuve qui s'étendait, courant irrésistible et impavide, creusé çà et là de tourbillons prodromes d'engloutissement. Et, très loin, les chandelles des plantations de peupliers à demi noyées dans l'horizon bleuté. C'était un monde très ancien, mais nouveau pour moi que j'explorais et qui, peu à peu, m'enveloppait de son charme. Je marchais en rêvassant quand, soudain, au débouché d'une sente, je vis un vieux paysan assis sur une souche à contempler le fleuve. Le chien-loup allongé à son côté dressa la tête en grognant et l'homme se tourna dans ma direction. Lui, au moins, n'avait pas été touché par l'américanisation et faisait corps avec la terre, les végétaux et le fleuve. Couvert d'un vieux manteau de drap tout déchiré, il portait de hautes jambières. Le visage de vieillard, tanné, ridé, aux cheveux emmêlés et à la longue barbe grise, me regardait avec une suspicion bienveillante. Je remarquais surtout ses oreilles velues et décollées, et sa bouche fendue comme celle d'un loup. Il ne bougeait pas. Je le saluai et nous échangeâmes quelques mots sur le temps. Après une série de phrases banales, j'en vins à lui parler de ce qui m'amenait ici. Ses yeux se plissèrent ironiquement, puis il commenta « Je suis un vieil homme et j'ai entendu bien des fables. Vous êtes sans doute de la police. Si vous vous mettez à croire toutes les balivernes qu'on colporte, vous n'en aurez jamais fini et vous n'aurez plus le temps de vous occuper des vraies fripouilles. » Mais un gamin m'a affirmé qu'il avait vu un colosse sur les lieux d'une noyade. Le vieux me lança un regard de commisération en se penchant vers moi. Il était voûté et même un peu bossu. Les gosses racontent n'importe quoi pour se rendre intéressant. Il a vu un vagabond qui traînait par là et peut-être un pauvre homme emporté par la crue, alors il a fabriqué un roman où il mélangeait le tout. Il a ressorti sa belle histoire à ses petits copains et voilà comment est née la rumeur. Croyez-moi, si vous prenez au sérieux ces contes de bonnes femmes, vous finirez par vous imaginer que je suis Merlin l'Enchanteur. Et là-dessus, il éclata d'un rire de jeune homme en exhibant une rangée de dents ivoirines surprenantes chez un homme de cet âge. Reprenant son sérieux, il ajouta: mais puisque vous vous intéressez aux paysans d'ici, il y a quelqu'un qui pourrait vous renseigner mieux que moi. Une jeune signorina qui aime bien parler avec nous autres. Elle vient souvent dans son chalet, au milieu d'un bras mort, juste en face. Elle doit y être en ce moment, puisque tout à l'heure j'ai vu passer son canot rouge. Vous trouverez bien un pêcheur pour vous conduire en barque. J'ai remercié le vieux paysan et suis retourné jusqu'à ma voiture. J'ai traversé le pont en amont et, après plusieurs essais infructueux, j'ai fini par découvrir l'anse que le bonhomme m'avait signalé. Au milieu d'un lac immobile, couvert de lenticules et de feuilles de nénuphar, se dressait un chalet sur pilotis où était amarré un hors-bord de course d'un rouge éclatant. Sur le rivage, un homme courteau et trapu, pourvu d'une moustache abondante, pliait ses filets. Oui, c'est bien là qu'habitait la signorina della Fonte,
Enfin, elle n'y habitait pas vraiment, mais elle aimait y passer quelques jours. Il la connaissait bien. Elle voulait qu'on lui raconte toutes les vieilles histoires des anciens et aussi les ragots du moment. Pour une demoiselle de la ville, elle est pas fière. Elle cause avec nous comme des amis. Et il précisa avec un orgueil évident, peut-être ben qu'elle écrira même un livre sur nous. Il s'offrit à m'accompagner jusqu'au chalet avec sa barque, appela la signorina d'une voix de stentor. Apparut sur le balcon une blonde en jeans qui salua amicalement Giulio et s'enquit des raisons de ma visite. Je me présentai, m'excusai de l'importuner et lui expliquai brièvement ce que je cherchais. Elle m'invita aimablement à entrer. Mon passeur s'éclipsa en refusant la gratification que je lui offrais. Le chalet était meublé avec une sobriété de bon goût. Je m'assis sur un canapé de cuir fauve. Elle s'installa sur un fauteuil qui me faisait face, nous servit un whisky de qualité et me pria de lui donner plus de détails sur mon enquête. Elle aussi fit montre d'un grand scepticisme. J'aime beaucoup les riverains et suis friande des vieilles légendes dont cette terre amphibie n'est pas avare, mais je pense que vous vous fourvoyez en cherchant la résurgence d'un thème médiéval. J'ai enquêté moi aussi sur cette rumeur et la vérité me semble très prosaïque. Dans cette région isolée où un étranger éveille la méfiance, il suffit du passage d'un ouvrier agricole itinérant, surtout s'il est un peu dans la lune, joint à un nombre anormal d'accidents pour qu'on établisse une liaison. Il est vrai que la dernière crue a fait un certain nombre de victimes. Moi-même, j'ai eu la chance de passer dans mon hors-bord quand un homme était en train d'être emporté et de pouvoir le tirer d'affaire. Un ancien légionnaire, pourtant, dont on aurait pu attendre plus de prudence, mais l'eau est traîtresse. Vous savez mieux que moi que les dieux, lieurs et magiciens sont apparentés à l'élément aquatique. Toutefois, puisque vous êtes venu ici, profitez-en donc pour visiter une très belle villa palladienne, un peu en amont. Elle n'est pas ouverte au public, mais si vous venez de ma part, la propriétaire vous recevra sans problème. J'ai remercié mon hôtesse qui m'a raccompagné dans son canot et suis parti en quête de la villa, suivant le plan qu'elle m'avait dessiné. Le schéma directeur était précis, aussi clair que l'avait été le discours de la jeune femme. Trop clair, à la réflexion, désaccordé de son intérêt pour le mystère des contes. Elle m'a caché quelque chose, mais je ne sais quoi. Peut-être s'est-elle simplement rangée du côté de ces chers riverains qui redoutent qu'on les prenne pour des pecnos attardés s'ils ont l'air de faire trop confiance au monde légendaire. Peut-être parce que se dissimulent derrière ces accidents d'obscurs règlements de compte entre voisins. Quoi qu'il en soit, rien de tout cela ne m'éclaire. S'accroche pourtant une épine qui m'agace. Pourquoi avoir introduit les dieux lieurs et magiciens ? Le parc de la villa était sans doute fort étendu car, de la petite route vicinale qui y conduisait, on ne discernait aucune construction. Le portail en fer forgé à double battant donnait sur une longue allée bordée de saules. Il était ouvert. J'ai laissé ma voiture devant la pancarte « Propriété privée », remarqué au passage la plaque de marbre usée par le temps sur laquelle était gravé « Villa Trasecoli » et me suis engagé dans l'allée. Une brusque rafale de vent a fait frémir les feuilles et siffler entre les troncs en imitant si bien un rire sardonique que je me suis retourné pour m'assurer qu'un quelconque gardien ne se moquait pas de moi. Naturellement, je n'ai vu personne. Ce rire sylvestre ne m'en a pas moins laissé une impression assez ambiguë pour m'amener à la conclusion que les rives du Pô dont je découvrais le pullulement végétal me rendaient nerveux et j'ai poursuivi sur l'allée au gravillon bien ratissé, en calculant qu'il fallait une équipe de jardiniers pour débroussailler et entretenir aussi soigneusement ce vaste parc.
D'un chemin de traverse a surgi une jeune femme dont la vêture noire accentuait la noblesse hautaine. Bottes et pantalons étroits, veste de cuir d'un noir sans concession s'accordait à la chevelure corbeau. Un chat, noir lui aussi, l'escortait de son pas tranquille. Sans doute la propriétaire des lieux. Après m'être présenté, je lui ai expliqué de quel droit je m'introduisais ainsi chez elle. Elle a souri, d'un sourire presque surprenant sur ce visage au calme pictural. « Si vous venez de la part de Liliane, vous êtes évidemment le bienvenu. Mais dites-moi, seriez-vous apparenté au comte et à la comtesse de Villa qui sont morts tous deux du choléra ?» J'ai eu quelque peine à dissimuler ma surprise. Effectivement, ce sont mes ancêtres, mais ce triste épisode est bien lointain. Il remonte au milieu du XIXe siècle. J'ai toujours apprécié leur stoïcisme sans affectation. S'envoyer l'un à l'autre de leurs chambres respectives des billets pour signaler qu'on n'est pas encore mort prouve une belle hauteur. J'étais de plus en plus interloqué. L'anecdote est authentique, mais je ne pensais pas qu'elle fût connue en dehors de ma famille. Cette fois encore, elle ne prit pas garde à mon commentaire. Le chat, après avoir humé mes chaussures, semblait tolérer ma présence et nous suivait à quelque distance. « Donc vous êtes toscan. J'ose néanmoins espérer que vous ne partagez pas le chauvinisme de Malaparte. » Je la rassurai sur ce point quand, au détour d'une courbe, nous débouchâmes sur une esplanade au fond de laquelle se dessinait la sobre architecture de la villa. Une merveille d'équilibre dans le plus pur style palladien. Le hall de grande ampleur donnait sur une terrasse garnie de citronniers et d'orangers plantés dans des bacs. Un escalier à double volet aux courbes voluptueuses descendait jusqu'à un plan d'eau parfaitement curé traversé par un petit pont de pierre en dos d'âne. Je fis part de ma sincère admiration. La villa tout entière était restée dans l'état d'origine, avec des toiles et des meubles admirablement conservés. Je dis à mon hôtesse combien je me sentais privilégié de ce qu'elle me fît ainsi les honneurs de sa villa, et ajoutai « Vous avez eu raison de ne pas l'ouvrir au public. C'eût été la rabaisser que la livrer à la promiscuité de l'admiration. » Elle m'adressa un de ces sourires surprenants qui vivifiaient soudain la gravité calme de ses traits. La villa est dans la famille depuis sa construction. En voici la première propriétaire. Elle me désigna le portrait d'une jeune femme au profil nettement dessiné. Elle vous ressemble beaucoup. Elle esquissa une moue. Mon profil est moins pur. Peut-être le peintre a-t-il accentué la précision des lignes. C'était bien dans la manière des Ferrare. Quoi qu'il en soit, le modèle était un personnage assez curieux. Passionné de magie, nous continuons à l'appeler la Strega. D'ailleurs, jetez donc un coup d'œil sur ceci. Elle souleva le couvercle d'un long coffre florentin. Je restai bouche bée devant le trésor qu'il recelait. Le Malleus Maleficarum, dans son édition du XVe, les œuvres originales de Tritem, d'Agrippa von Nettesheim, de Paracels, et des rouleaux de parchemin, peut-être encore inédits. Je m'attardai longtemps, penché à examiner ces merveilles. Finalement, je m'enhardis. Si ce n'était abusé, j'aimerais beaucoup compulser à l'occasion ces documents plus à loisir. Elle me répondit avec une gracieuse amabilité. « Bien volontiers, mais téléphonez-moi au préalable. Je suis très fréquemment absente. Le gardien est un vieux bougon toujours accompagné de ses 2 molosses et il ne laisserait personne pénétrer dans la villa. Voici mon numéro de téléphone à Rome. » Je l'ai remercié, baisé ses doigts, salué le chat et j'ai pris congé, encore déconcerté par cet épisode imprévu. Me revoici donc dans mon bureau, devant les feuilles que je viens de taper. Je ne regrette pas cette excursion. Elle m'a permis de découvrir un aspect du Pô que j'ignorais, m'a offert quelques rencontres pittoresques et surtout révélé un trésor de manuscrits que j'ai bien l'intention d'exploiter. Mais mon intuition initiale
ainsi que celle de Carlotta, ne valaient rien. Pas de résurgence légendaire, pas d'invention fantasmatique d'un quelconque colosse remonté de la nuit des temps, rien que la méfiance d'une population isolée à l'égard d'un étranger, qu'on ne retrouvera sans doute pas, lié à l'inquiétude provoquée par un nombre inaccoutumé d'accidents. Affaire classée, comme je l'ai écrit à Carlotta, avec un brin d'ironie vis-à-vis de nous-mêmes qui nous sommes montés la tête en cherchant du mystère, là où il n'y en avait pas. Danger récurrent pour l'historien des mentalités, mais, encore une fois, je ne regrette rien. Mieux vaut une hypothèse qui ne conduit nulle part que l'absence d'hypothèse qui, elle, conduit infailliblement à la stérilité.